Dans Quartier populaire, c'est faire émerger une force capable de porter les aspirations populaires et, comme tu le dis, Harold, de remplir le frigo, hein, capable de satisfaire ce qui étaient les objectifs des Gilets jaunes en 2018 et 2019. Aujourd'hui, il faut voir les choses en face. En termes d'opposition, pour 2027 qui s'approche à grands pas, on va vers une candidature Jean-Luc Mélenchon. Hein, tu vous donnerez votre sentiment. Alors, c'est peut-être l'un des meilleurs cerveaux politiques du pays. Hein, ça, je pense qu'on ne peut pas le discuter. Sinon, le meilleur, c'est peut-être le meilleur orateur du pays en politique. Et il est par ailleurs très souvent injustement diabolisé. Hein. C'est un petit peu le Goldstein de 1984. On ne le niera pas. C'est lui qui a fait les missiles là, en Iran. Probablement, de connivence avec les mollahs, bien sûr. La chose a été dite hein, très rapidement sur les plateaux de télévision. Avec l'archer, c'est la France des mollahs. Mais une fois qu'on a posé ça, on le sait tous ici, tous les trois en tout cas, on sait qu'il ne peut pas gagner une présidentielle. Et ceux qui militent actuellement au sein de la France insoumise, en dehors de quelques naïfs, le savent également parfaitement. Alors pourquoi est-ce qu'on avance malgré tout inexorablement vers ce carnage programmé ? Parce que ceux qui avancent vers ce carnage programmé sauveront leur poste. Et le problème, c'est que ce n'est pas la majorité qui avance vers ce carnage programmé. C'est en fait des gens qui savent que dans cette stratégie-là, ils auront la possibilité, dans certains bastions, dans certaines niches électorales, d'être réélus. Et c'est là qu'on a un divorce terrible entre les intérêts du peuple, l'intérêt de la majorité, c'est ce que j'avais essayé de démontrer en 2022 dans mon bouquin La défaite de la majorité. En fait, elle est là, la défaite de la majorité. C'est que les intérêts majoritaires sont hackés, entre guillemets, par des professionnels de la politique qui flattent des niches clients en se disant... Cette stratégie, elle est peut-être perdante nationalement, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut, le pouvoir national ? Ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être élu, être réélu et pouvoir jouer l'opposition, je dirais, opportune, hein, dans des bastions qui seront conquis. Et c'est là où il y a trahison. Et moi, je pense que le gros problème, et j'ai toujours du mal à l'expliquer, parce qu'il faut toujours réexpliquer les choses, on me dit oui, mais pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites ça ? La stratégie, en fait, à partir de 2017, c'est une stratégie pour moi de défaite politique de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il s'est dit, on ne pourra pas changer, on ne pourra pas construire une force républicaine sociale. On ne pourra pas le faire, c'est trop compliqué. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais en tout cas, il a renoncé à ça. Il y a des minorités constituées. Ces minorités, on va les prendre telles qu'elles sont. On va les agréger. Hein, c'est la créolisation, etc. C'est tout ce discours-là, en fait. Derrière, c'est ça. Il y a des minorités. Elles sont telles qu'elles sont, on va les agréger, on va faire une grande pastorale et on va devenir majoritaire par cette logique minoritaire. Et en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour être majoritaire, il faut soutenir une politique majoritaire. Et c'est là où moi je vois la trahison politique. Et la trahison politique, on peut la voir sur les institutions, sur des discours aussi, par exemple, par rapport à la question religieuse, par rapport à la question de la laïcité. Il y a eu des décalages, en fait, il y a eu des écarts qui ont été faits progressivement, en fait. Il y a une sorte de dérive, mais cette dérive, elle est stratégique, en fait. Elle est stratégique parce qu'ils ne croient pas. Moi, je pense qu'ils pensent qu'on ne peut plus le faire. C'est-à-dire le projet d'une république sociale, on ne peut plus le faire, donc on va faire autrement. Petite parenthèse, et je te passe tout de suite la parole. Nous le rappelions dans la première émission de Quartier populaire en avril 2024, à juste titre, la rupture entre la France insoumise et ce qu'on appelle les classes populaires, elle ne date pas du 7 octobre, elle date des européennes de 2019, au moment où Jean-Luc Mélenchon a liquidé au sein de la France insoumise toute l'aile souverainiste et a choisi, et l'a fait au demeurant à contre-courant de l'histoire, peut-on dire, quand on voit ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays, et effectivement a opté pour une autre stratégie qui n'était plus une stratégie s'adressant à l'ensemble du pays. Nous le disions dès cette première émission, je pense, nous mettant à dos pas mal de gens à gauche, mais c'est difficile, parce qu'on est pris fonction. dans un conflit de loyauté. C'est-à-dire, les choses sont tellement graves aujourd'hui que ce n'est pas le moment de faire des bémols et des chicayas, des dièses, etc. Et c'est vrai que quand on regarde la situation sociale, économique et la situation dans le monde,
qui, à part LFI, aujourd'hui, soyons clairs, dit quelque chose sur Gaza? On peut dire ce qu'on veut de Caron, d'Alma Dufour, bon voilà. Ils font le job, ils sont là, ils y vont au combat, ça plaît pas. Oui, mais c'est un job qui n'est pas suffisant Alors, sur la scène nationale. Voilà, je vais y venir. C'est-à-dire le full Gaza, et je le dis comme ça volontairement, même si c'est atroce, et ils ont raison de porter ça, mais ça ne peut pas tenir lieu de politique nationale. Pour rebondir sur ce que tu dis, où je suis d'accord, c'est que ce qui est compliqué, on est pris dans ce conflit de loyauté, parce qu'on se dit, maintenant c'est le moment d'effacer les différences et de se concentrer sur l'essentiel. Mais l'addition des minorités, ça ne fait pas une majorité. On est pris dans... Mais ça, c'est un phénomène européen. Hein. On l'a souvent théorisé avec notre ami François Coq. C'est un peu la dictature des minorités. Et l'alliance des minorités, la démocratie minoritaire. Avec des démocraties, des alliances qui vont jusqu'à des grands chapiteaux. C'est-à-dire avec des gens qui n'ont strictement rien à faire ensemble, mais qui s'allient pour... Et c'est pour ça que c'est ce que fait aujourd'hui... François Coq qui est parti sur un conflit de ligne voilà. avec Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je suis parti aussi pour ça, parce que si tu veux, je ne me reconnaissais pas ni en termes de stratégie, ni en termes... Bon, la ligne, déjà, il y avait des trucs qui m'ennuyaient, mais après, la stratégie, la tactique inhérente à cette ligne politique ne me convenait pas. Bon, maintenant, j'ai décidé de mettre tout ça à la poubelle et de ne soutenir que les choses positives, parce que je trouve que les choses sont trop graves, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais je suis d'accord, ça ne fait pas une majorité. Et c'est encore compliqué par deux phénomènes. Le premier qui est un phénomène temporel, c'est-à-dire une démocratie qui est tellement rapide avec l'inversion du calendrier qu'on est toujours entre deux élections. Donc le temps long, puis l'âge du capitaine, ça compte aussi. Donc on n'a plus de temps long, on n'a plus de temps de réflexion. On est toujours entre deux élections avec un système majoritaire parce qu'il n'y aura pas de proportionnel de toute façon, un système majoritaire qui fait que il faut le chef, il faut gagner l'élection suivante. On a 2 ans pour gagner, ou 3 ans pour gagner l'élection, donc on est là-dedans. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, donc ça c'est le phénomène temporel, et un phénomène économique et plutocratique, je dirais, qui est la possession des moyens médiatiques, financiers, communicationnels, qui fait que le système a tout, et que finalement, tu peux dire ce que tu veux, tu resteras toujours minoritaire dans ton coin. Et qu'à un moment, quand le système décide de promouvoir Glucksmann, aujourd'hui c'est Glucksmann, parce qu'ils ont toujours 3-4 fers au feu, hein, comme disait Balzac, il faut battre son frère quand il est chaud. Je parlais des frères, des demi-frères. Oui. Là, il y a le frère Glucksmann, le frère Attal, le frère Bardella, le frère Philippe, il ne faut pas oublier. Non, mais c'est une stratégie de communication. Ce qui s'est passé en 2017, quand j'avais sorti le bouquin sur Macron, j'avais discuté avec l'éditeur qui me disait de toute façon, ils vont faire 8 bouquins de merde sur Macron. C'est ça. Ils vont saturer les étals et il y a un bouquin qui va sortir. Et voilà. Donc en fait, ça marche comme ça. 8 bouquins de merde, il y en a un qui sort. Et globalement, les éditeurs sont en lien les uns avec les autres. Et donc, ils saturent l'espace avec des fausses propositions d'opposition. Mais pour revenir à l'idée, je pense que justement, peut-être que LFI est encore prisonnière de la stratégie mitterrandienne, de se dire, en jouant sur des valeurs comme l'antiracisme, qui sont des valeurs louables en soi, je veux dire, évidemment qu'on soutient ça. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas une politique. Marcel Gauchet disait au début des années 80, les droits de l'homme ne sont pas une politique, l'antiracisme n'est pas une politique. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'au quotidien, les gens, en fait, ils sont dans leur chair, dans le travail, ils ne sont pas là-dedans, en fait. Oui, ils peuvent évidemment comprendre des problématiques internationales, ils voient les liens, plus ou moins, mais ce n'est pas ça l'enjeu, en fait. Ça ne peut pas être une fin, ça peut être qu'un environnement, un outil. Question du chat à ce sujet. On va en prendre quelques-unes sur la politique intérieure. L'appui de LFI, question de Lisa, à la cause palestinienne, je l'ai perdu, la voici. L'appui de LFI à la cause palestinienne leur apportera-t-il un soutien populaire ou au contraire contribuera-t-il définitivement à leur marginalisation lors de la prochaine présidentielle? Première question. Franchement, c'est une question très difficile. Ça peut... Je ne sais pas, je pense que il y a une prise de conscience du fait que les médias racontent des bêtises par rapport à ce qui se passe à Gaza et que tous les gens qui sont mis en exergue dans les médias sont dans le déni de ce qui se passe à Gaza. Il reste que le vieux fond français est mis en avant par tous les médias, etc., sur les étrangers, les Arabes, l'islam, c'est quand même ça le fond du fond. Enfin, tu ne peux pas tourner, tu ne peux pas prendre ta bagnole, tu ne peux pas allumer une radio, une télé,
regarder un tweet sans qu'il y ait la sécurité des Arabes, quoi. Donc ça fait un fond de sauce, si j'ose dire, qui est là, qui pollue l'atmosphère. Et comme il n'y a pas de projet global, c'est vrai que quand tu as un projet global, quand on faisait nos ateliers avec les Gilets jaunes, ce qui sortait, c'était l'emploi, c'était jamais le racisme. C'était jamais la peine de mort, c'était la démocratie, l'avortement, c'était la démocratie, c'était le pouvoir d'achat, la justice fiscale, la justice sociale et les institutions, l'Europe, etc. La souveraineté, voilà ce qui sortait. C'était très loin les problèmes raciaux, etc. C'était pas du tout l'alpha et l'oméga, mais parce qu'il y a je pense qu'il y a une simplification aussi de la conscience des classes populaires. C'est-à-dire qu'on croit qu'on peut très bien défendre des positions souverainistes, défendre le travail, défendre les institutions nationales, et à la fois être sensible à ce qui se passe à Gaza. On peut tenir les deux positions. Et je pense qu'il y a un problème, pour répondre à la question qui est à mon avis très compliquée. Je repense à la séquence avec Rima Hassan, à la fois, et je dis bien à la fois. C'est compliqué. C'est compliqué, je vais essayer de le déplier. À la fois, oui, il y a un certain courage. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a du panache aussi. Il y a du panache, il y a quelque chose. Et ça, on ne peut pas être insensible à ça. Ou alors on est dans le petit cynisme qui cligne de l'œil et qui laisse faire l'horreur absolue. Hein, qu'on a vu chez certains intello bourgeois, sur X en particulier, et qui ont d'ailleurs été repris par des comptes des fanatiques israéliens, hein, comme Habib. Bon, voilà, on voit très bien les personnages. Donc, toute la thématique de la croisière s'amuse. Toute la thématique de la croisière s'amuse avec Sophia Aram qui fait rire son chien, mais bon, qui est absolument pathétique. Hein. Alors il y a le fameux bot People Bot. Hein, voilà, elle a fait son petit renversement. Bon, le meilleur gag de sa carrière. Voilà, c'est super en fait. Bon, il y a une phrase de Nietzsche. Tu parlais de Nietzsche. Hein, le cynisme, c'est la façon dont les âmes faibles effleurent la probité. Hein, effleure la probité, ça ne veut pas dire être probe. Hein. Ouais. Donc là, c'est vraiment, elle effleure la probité, elle fait rire les mondains, la petite coupe de champagne, puis bot people bot, mais n'empêche qu'il y a du massacre, et puis il y a des gamins qui sont ensouvis sur les Elle a enfin trouvé son public, et donc, les cons. C'est dur d'être aimé par des cons. Elle avait fait un tweet sur Sud Radio à l'époque, avant que j'arrive, elle disait... C'est la radio des cons, écoutée par les cons, elle avait dit. Voilà. Ben voilà, c'est dur d'être aimé par des cons, mais elle a trouvé son public. Moi j'applaudis, moi. Voilà, c'est parfait. Donc face à ce cynisme-là, moi je suis du côté de Rima Hassan parce que je trouve que voilà, ça, en plus, d'une certaine façon, c'est malin parce que ça révèle aussi cette espèce de connerie cynique bourgeoise horrible. Hein, on cligne de l'œil et on laisse faire. Mais d'un autre côté, voilà, ça c'est monstrueux. Mais d'un autre côté, moi. La place de la République, l'arrivée en rockstar, tout ce décorum-là, il faut bien comprendre que pour beaucoup de Français, ils voient une forme de récupération. Ils voient quelque chose qui va au-delà. En fait, c'est un peu le problème. C'est indéniable. C'est un problème de l'hubris chez les Grecs. Oui, c'est-à-dire que l'hubris, il y a le fameux passage extraordinaire entre Aimon et Créon, hein, où le fils de Créon dit à son père, c'est l'isone phronein, hein, c'est-à-dire que on peut avoir raison, on peut pas avoir raison tout seul. Voilà, on ne peut pas avoir raison tout seul. Tu peux avoir tort d'avoir raison si tu es tout seul. Et à un moment donné, moi, ce que je vois là, lorsque M. Mélenchon est place de la République, je vois de l'hubris. Je vois quelque chose qui est trop. En fait, c'est trop. Les Français souffrent, on a une crise politique majeure, on a une crise... Et il y a quelque chose là qui est de l'ordre de je dirais, la monstration. Voilà, une monstration satisfaite d'elle-même. Et ça, je trouve que ça, c'est pas bon. Et c'est prendre un peu les Français pour des cons, de dire ceux qui critiquent ça sont des fachos. Non, on peut très bien avoir une sensibilité humaniste et être absolument horrifié par ce qui se passe à Gaza, et dans un même temps, dire non, il y a aussi une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus utiliser ça de façon politique. Et à partir du moment où on soupçonne la stratégie politique derrière ce genre de cause, je pense que moi, ça dessert la cause, en fait. Non, mais tu as bien... Je pense que l'exemple de Créon est tout à fait parlant. C'est le grand paradoxe de la gauche qui n'arrive plus à faire cette alchimie entre le Créon, ici et maintenant, la loi des hommes, il faut remplir le frigo, et la figure magnifique d'Antigone avec les lois naturelles qui est au-dessus des lois, et c'est un peu les lois éternelles de l'humanité, quoi. Donc la figure et d'une certaine façon, magnifiée... les deux ont tort, parce que oui. Et l'hubris, c'est ça. Mais oui, parce que la figure magnifiée de Rima Hassan, c'est ça, c'est Antigone, c'est l'Antigone contemporaine, portée comme une déesse place de la République.
et de l'autre côté, tu as les petits créons qui essaient de s'agiter, et il n'y a plus la réunion de ces deux-là. Et Parce qu'il n'y a plus de politique. Ben alors parce voilà. que la réunion des deux, c'est la politique. On revient au projet global. Ison phronein, justement, en grec, c'est faire le lien, c'est tisser ensemble, en Ce fait. que faisaient les Gilets jaunes, d'ailleurs. Ce que faisaient les Gilets jaunes. Et ça veut dire entendre aussi des choses qui ne nous font pas plaisir. C'est ça. Hein, je crois qu'il y a d'autres émissions aussi sur le site de QG où il y a ça. Hein. Avec François Bégodeau, je crois qu'il y a cette idée-là, mais c'est une idée très importante. C'est-à-dire qu'il faut entendre des choses qui ne nous font pas plaisir et il faut essayer de tisser ces choses avec nos propres positions pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et moi, je vois dans la France insoumise trop de satisfaction. On se fait trop plaisir. Mais moi, je l'ai vu même avec des militants à Bordeaux. Il y a trop de satisfaction. Et dès qu'on met des critiques, ou dès qu'on essaie de dire « attention, ça peut être perçu comme ça », ou « c'est trop », en fait, tu es du côté de l'ennemi.